Donc ici, c'est parti sur les stocks. Donc un stock, ça vous connaissez la définition. Les stocks sont des éléments qui sont destinés à être utilisés dans le processus de fabrication, d'accord? Et donc ici, ça nous permettra bien sûr de constituer soit un produit fini, soit un produit qu'on va acheter, soit un produit qu'on va acheter pour revendre, etc. Donc ça, c'est un stock. Ce qu'il faut considérer dans le stock, c'est que dans le bilan, au niveau du bilan, c'est un élément qui fait partie des éléments du cycle court, c'est-à-dire qui ne sont pas destinés à rester à terme dans l'entreprise. Ils ne sont pas destinés à rester à long terme, en tout cas, dans l'entreprise. Ils sont destinés à être utilisés et consommés. Alors, on va commencer par l'évaluation à proprement dit. Il n'y a pas de grosses difficultés, puisque le coût d'acquisition, il est défini très simplement. Il est constitué par le prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables. On enlève les rabais, remises, ristournes, escomptes de règlement, et on y ajoute tous les frais de transport, de manutention, tous les autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis ou des matières premières et des services qui ont été nécessaires à sa fabrication. Attention, les coûts administratifs sont exclus du coût de production et d'acquisition, sauf les coûts de structure dédiés, d'accord? Sauf les coûts de structure qui vont concerner directement le produit ou le stock. Et je vous avais un petit tableau là qui vous permet de faire une synthèse. S'il y a quelque chose à retenir, c'est bien ça. Donc, on retrouve tous les éléments inclus dans le coût. C'est ce que je viens de vous définir. Donc, on y retrouve les droits de douane, coûts directement attribuables, moins les RRR et escomptes, les frais de transport, les frais internes de manutention et de déchargement. On va exclure les frais généraux, les coûts administratifs, les frais de la fonction approvisionnement, les frais de distribution, les frais ultérieurs de stockage. D'accord? Tout ça, ça sera exclu du coût, tout simplement. Le coût de production du stock, lui, quant à lui, est égal à la matière première, donc aux matières premières utilisées, plus les coûts directement liés à la production, plus les frais généraux de production. Attention, vous l'avez vu, je l'ai mis en rouge. Ces frais généraux de production, vous allez voir, on va pas les oublier ou on ne va pas les mettre de côté. Donc ici, petite synthèse, on retrouve à inclure dans le coût les coûts administratifs, l'amortissement d'exploitation, les pertes et déchets et gaspillage. D'accord? Sont exclus tous les éléments de recherche, les charges financières de production, les frais d'administration générale, les amortissements dérogatoires, la sous-activité. Sous-activité, c'est quoi? C'est en fait tout simplement le fait de prendre du personnel pour fabriquer un stock. D'accord? Je prends du personnel pour fabriquer un stock. Cependant, ce personnel, il était déployé sur la production. Le fait de le prendre, de prélever ce personnel et de le mettre sur autre chose fait que, tout simplement, eh bien, la production va baisser. Donc, il y aura une sous-activité. D'accord? C'est ça la sous-activité. C'est le fait de ne pas utiliser le personnel sur de la production et donc de l'utiliser sur autre chose, sur la fabrication du stock, d'un stock dédié ou d'un stock particulier. Et donc ici, ensuite, on trouve les coûts de stockage non dédiés. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Et donc ici, vous avez compris, on n'intégrera pas tous ces éléments-là. On ne pourra pas les intégrer dans le coût de fabrication. L'affectation des frais fixes maintenant. Qu'est-ce que ce sont des frais fixes? Ce sont des frais qui sont fixes de production. Ce sont des frais qui ne suivent pas en fait la quantité fabriquée. Donc, si je fabrique 1000 produits, je vais avoir, je dis une bêtise, mais 10 000 autres produits utilisés pour la fabrication. 10 000 autres produits pour la fabrication. Ça, c'est des frais variables. Et donc ici, les frais fixes sont des frais qui, quelle que soit la production, quelle que soit la quantité produite, d'accord, eh bien, vous allez avoir, bien entendu, ces charges. Vous avez produit 0 produit, eh bien, ça ne change rien. Vous avez produit 1000 produits, eh bien, ça ne change rien. Vous avez compris? Ce sont des charges fixes. J'ai une bêtise, mais des charges fixes, par exemple, je vous en donne un très simple, les locaux. Quand je vais payer le loyer, ici, le loyer, eh bien, ce sont des charges fixes. Vous comprenez? Donc, ces charges fixes, ces frais fixes, d'accord, ce sont des frais fixes de production, eh bien, on pourra intégrer une quote-part. Et comment ça va se passer? On va analyser ce qu'on appelle la capacité normale des installations de production. Qu'est-ce que c'est la capacité normale? C'est la capacité de production qu'elle a en temps normal de la production d'un stock. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité normale.
On va ici calculer une autre capacité et donc on appellera ça l'activité donc réelle, hein, la capacité réelle qui est utilisée, c'est à l'instant T. Lorsque vous fabriquez la production, eh bien, je vais avoir une activité réelle qui sera peut-être en deçà, et souvent c'est le cas, en deçà de l'activité normale. Et donc ici, les charges fixes imputées, eh bien, elles seront égales aux charges fixes multipliées par l'activité réelle divisé par l'activité normale. Et donc, c'est comme ça qu'on fera l'imputation. Et je répète, en fait, quand je dis l'activité réelle, lorsque je suis, par exemple, sur le mois de décembre, je vais vous dire, l'activité réelle a été 2000, tandis que l'activité normale est de 1500. Vous comprenez qu'on va mettre juste une cote-part des charges fixes. Alors, on continue et là, on tombe dans les cas particuliers qui tombent très rarement, mais je vous le fais quand même, hein. Donc, les cas particuliers, c'est des biens produits conjointement pour un coût global. Donc, ici, lorsqu'on fait une production dite simultanée de plusieurs produits en même temps, mais c'est lorsque je fabrique un produit et que j'ai des rebuts ou des déchets que je revends. Ça nous amène au cas des contrats fermes. Les contrats fermes, ce sont des contrats en fait qui sont signés dans le cadre soit de séries, soit de multiples produits, d'accord? Et donc ici, je donne un exemple, j'achète 20 camions, j'achète 20 avions, j'achète voilà, plusieurs centrales nucléaires. C'est une idée, hein, Et donc ici, dans ces contrats fermes, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, vous allez avoir un prix qui est fixé d'avance. Donc ici, c'est pour ça qu'on parle de contrat ferme. Je vous ai mis la petite définition tout en bas, hein. Je vous ai mis la définition de l'Union européenne. C'est un contrat qui est conclu entre un acheteur et un vendeur par lequel le premier convient d'acheter au second une quantité déterminée d'un produit à un prix donné. D'accord? Donc en fait, le contrat, il est signé et donc on peut être à perte, à terme, etc. ou en gain, ça dépend de la situation. Eh bien, dans ces cas de contrat ferme, eh bien, on pourra intégrer l'amortissement des coûts des produits non récurrents. D'accord? Ici, l'amortissement des coûts des produits non récurrents, notamment les frais de développement, de dessin, de création d'outils spécifiques, d'accord, qu'on pourra intégrer dans le coût du contrat, exceptionnellement, dans le coût de la fabrication, dans le stock. Dans un deuxième temps, on a les coûts engendrés par la courbe d'apprentissage et qui, ici, vont entraîner certains coûts spécifiques qu'on pourra aussi intégrer, d'accord, intégrer dans le coût de notre élément. Ça aussi, ça va faire partie du coût de notre élément. Et enfin, on a le troisième cas particulier qui sont les coûts d'entrée non déterminables. Et donc, les coûts d'entrée non déterminables, c'est dans le cas où il est impossible de déterminer le coût d'entrée d'un stock. Et donc, ici, on va pouvoir essayer de trouver cette valeur. C'est très rare. Au DCG, vous ne l'avez pas. Je vous le présente juste pour le travail, hein, mais ça, vous n'aurez pas vraiment de cas comme ça, hein, de questions comme ça. Mais en gros, ici, lorsqu'on ne peut pas déterminer un coût, le coût d'un stock, eh bien, on va chercher un coût d'acquisition ou de production d'un autre bien équivalent, d'accord, ou la valeur d'inventaire d'un autre stock qui y correspondrait, d'accord, ou sinon, on utilisera la troisième méthode qui est la méthode dite du prix de détail, c'est-à-dire qu'on essaie de déterminer le prix détaillé de chaque élément qui compose le stock. Donc, je dis un exemple, hein, j'ai un téléphone, là, vous voyez, le nombre de composants qu'on peut avoir va être assez énorme. Ensuite, ça m'amène aux dispositions particulières. On va pouvoir après s'entraîner un petit peu. Les dispositions particulières, vous les connaissez à peu près déjà, puisque ici, c'est juste des rappels de règles qui sont applicables aux éléments d'actifs. Et je vous rappelle que le stock, c'est un élément d'actif, hein. Et donc, on retrouvera le coût d'emprunt, les coûts d'emprunt qu'on pourra incorporer au coût de fabrication du stock, comme pour les immobilisations, on l'avait déjà fait. Il faut juste que, bien sûr, ça concerne un actif éligible et que ça concerne, bien sûr, la période de production de cet actif jusqu'à sa date d'acquisition ou de réception définitive. On pourra intégrer les coûts d'emprunt directement dans le coût d'acquisition du stock et donc le stock va prendre de la valeur. Ici, on retrouve justement le traitement qui sera effectué. On utilisera le 796 comme d'habitude pour les frais qu'on a déjà vus, hein, les frais intégrés, les intérêts à intégrer. Donc, le transfert de charges financières contre le 608 frais accessoires. Les pertes et gaspillages concernent tous les éléments qu'on va devoir jeter et qui ne pourront pas nous amener
comment ça s'appelle ça, qui vont pas pouvoir être revendus. C'est l'inverse un petit peu de ce que je vous disais tout à l'heure, les déchets qui sont revendus. Hein, d'accord. Donc ici, les pertes et gaspillages, tous ces éléments-là, hein, les montants anormaux de déchets de fabrication, vont être exclus du coût de fabrication. Ensuite, ça m'amène aux frais de R&D. Donc les frais de recherche et développement, quant à eux, ici, lorsqu'ils sont engagés sur une commande spécifique, sont inclus dans le coût de production, pas de difficulté. Seulement, attention, les frais de recherche sont des charges, tandis que les frais de développement, ce sont des IMO. Hein, d'accord. Donc ici, il y en a un qui impactera via des charges, tandis que l'autre, ça sera une IMO, donc ça sera via des amortissements. Ça m'amène à la sous-activité. Donc la sous-activité ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le fait de prendre quelqu'un et de le mettre en fait sur la production d'un stock et dire, ah bah tiens, ma production principale, elle ralentit, donc concrètement, j'ai un coût de sous-activité, etc. Et blablabla, et blablabla. Hein, c'est un petit peu ça, hein, c'est un peu du blabla, j'exagère un peu le truc, mais parce que c'est une vision qui est particulière. Eh bien, ça, vous savez, ça, je ne peux pas l'inclure dans le coût de production. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, les sous-activités sont exclues du coût de production. D'accord. Donc voilà très simplement pour ça. Ça nous amène au coût de stockage. Donc pour les coûts de stockage, ici, ils sont inclus dans le coût de production. Hein. Le coût de stockage, c'est bien sûr le fait d'avoir un entrepôt pour stocker. Et je dis ça, par exemple, les voitures, hein, c'est un coût de stockage très fort, etc., etc. D'accord. Donc, les coûts de stockage vont faire l'objet du coût de production. Hein. Tout ça, vous le verrez aussi en contrôle de gestion. L'année prochaine, vous allez voir, vous allez en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, ici, les coûts de stockage, bien sûr, sont inclus dans le coût de production. Et ce coût de production, bien sûr, comprend tous les coûts de stockage intermédiaires qu'il pourrait y avoir avant la fabrication finale du produit fini ou du produit en tant que tel. Les redevances, brevets, savoir-faire ou autres marques font partie du coût de production, même si le fait générateur de leur paiement est constitué par la vente ultérieure des produits. Et donc ici, on va inscrire en charge les éléments qui concernent bien sûr l'exercice. On l'a déjà fait. Rappelez-vous, hein, c'est lorsqu'on a des redevances en fonction des ventes, d'accord, à payer. La redevance est égale au montant du chiffre d'affaires multiplié par un pourcentage. C'était ce qu'on avait déjà vu et fait lorsqu'on était sur le Policis. Ensuite, pour les stocks acquis en devise, eh bien sûr, ils sont évalués au cours d'achat, si possible. Sinon, on utilisera le cours du jour de clôture, le cours d'achat pour la partie payée et au cours de clôture pour la partie non payée. Bon, plusieurs méthodes, mais en général, vous avez le cours d'achat du jour, donc on prendra ça et on ne se cassera pas la tête. D'accord. Donc ça, c'est pour les stocks qui sont acquis en devise.